Merci beaucoup. Je suis très ravie d'être ici dans la troisième session de cette école de peinture féministe et de cette incroyable artiste Minority. Et si vous avez eu l'occasion de visiter l'exposition, c'est fantastique. Donc je vous ai préparé quelques images pour montrer mon travail. Donc je vais vous montrer une partie de mon travail et dans la deuxième partie, je vais parler sur ce que je voulais vous parler de la peinture abstraite comme rituel. Et voilà, on commence ici. Et là, j'ai un peu des images de mon travail artistique. Du coup, je travaille la peinture sur toile, des peintures acryliques sur toile et l'huile. Du coup, ma démarche, c'est plutôt la recherche des formes. Et, depuis 2017, j'ai commencé à travailler la peinture bien après les beaux-arts. Je vous fais un petit rappel, j'ai étudié 5 ans de beaux-arts à La Paz. J'ai étudié peinture et gravure et puis je suis venue en France pour continuer mes études d'une manière différente parce que c'est pas la même école. L'école en Bolivie, c'était une école plus académique. C'est-à-dire qu'il fallait plutôt dessiner bien, c'était une école très carrée. Et, il fallait bien approfondir l'histoire de l'art et tout ça. Et ici à l'école Tarn, que c'est la même école de Tours, je pense, c'est 3 écoles, Angers, Tarn, Angers, Tours et Le Mans. Et là-bas, c'est une école qui m'a poussé bien à me demander en fait plein de choses, avoir une critique sur mes œuvres. Et pour moi, c'était incroyable de passer pour cette école. Et après, j'ai passé quelques années à Paris et j'ai commencé en 2017 vraiment à faire un travail plutôt plus intéressant sur la peinture. Et là, j'ai quelques images de mes derniers travaux et je voulais plutôt parler d'Étranges surfaces. Je commençais à travailler cette série en 2017. C'est une série que je fais à partir d'enregistrements que je fais entre ma maison au 7e arrondissement de Paris. Si vous connaissez un peu Paris, vous savez qu'il y a des différents quartiers un peu... les 16e, c'est assez bourgeois, on peut dire. Et mon atelier, c'était à Saint-Denis. Donc du coup, c'était vraiment une différence... c'était un changement. Le matin, je partais à mon atelier et là-bas, c'était une autre chose. Et pour moi, la discussion entre l'espace public, entre les gens des différentes cultures et tout ça, m'a ramené à me poser des questions. À me poser des questions de savoir si vraiment c'était des personnes qui habitaient les mêmes lieux ou c'était vraiment des personnes qui habitaient entre une communauté et dans un espace qui était vraiment partagé. Et en fait, c'était plein de choses intéressantes pour moi. Et c'est là qu'est née mon série Étranges surfaces. Pourquoi étrange? Parce que pour moi, c'était des surfaces que je ne connaissais pas, c'est-à-dire des sons, des horizons, des personnes, des différentes cultures. Les surfaces en fait, les surfaces qu'on voit sur là. Là, c'est ma série. J'ai commencé à travailler dans des différents carnets. Et c'était des carnets où je dessinais plutôt des espaces géométriques que j'inventais à partir des enregistrements sonores. D'accord? Et je travaillais avec des feutres, avec aussi de l'encre de Chine, en fait. Et là, vous savez aussi... Là, c'est la série. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus les espaces à partir des enregistrements sonores? Oui. Les espaces étaient enregistrés dans les métros, dans les bus, dans des aéroports et tout ça. Et, les espaces, pour moi, c'était... Quand je construis les dessins, c'était plutôt... dans mon atelier, je laissais en fait sur mon ordinateur les sons que j'enregistrais. Et à partir de ça, je commençais à faire des dessins. En fait, c'était une sorte de transmettre les sons vers les dessins. Et après ça, je commençais à faire des peintures, mais c'est bien après. Donc, tout début, je voulais faire plutôt des dessins. Et pour moi, faire des dessins qui ne soient pas vraiment une peinture faite en grand format, parce que je trouve que les dessins, dans le sens des dessins et dans des petits formats ou dans des papiers, c'est déjà une œuvre pour moi. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette série. Et
cette série de tableaux en 2 mètres sur 2 mètres, ça fait partie, en fait, c'est la base de cette série. Parce que je commençais à créer des espaces un peu, des superficies superposées, et des dessins et un peu qui n'a pas de forme. J'ai fait des lignes partout. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé à coller des peintures, des dessins, de faire des diptyques, et après je voulais transmettre ça sur la peinture. Mais après, je ne voulais pas me laisser vraiment guider par les dessins. Je voulais créer une autre chose. Du coup, j'ai parti à partir de ces dessins, mais à la fin, je me laissais porter par mon intuition aussi. Et donc là, c'est les séries que je fais cette année. C'est des séries en grand format. Et là, vous avez la même série. Et là, c'est des découpages. Je voulais vous montrer ça parce que c'est des découpages en fait, c'est la même série de chercher des dessins un peu des espaces que je ne connais pas et de découper en même temps parce que je voulais sortir du cadre carré, rectangulaire qu'il y a dans les tableaux, bien si je garde quand même pour les tableaux la forme de carré ou rectangulaire, mais pour les dessins, je voulais vraiment faire un découpage, c'est-à-dire que ça sort qu'il ne soit pas d'une manière formelle. Et donc là, c'est une série que je fais à Berlin, et c'est une série qui s'appelle S'envoler. Et là, celui-là, c'est exposé sur une exposition à Berlin. Donc vous voyez qu'il y a pas mal en fait. Il y a au moins ces 40 dessins que je fais et que je peux échanger en même temps. Ils ne sont pas vraiment fixés. Je peux les échanger avec des différentes... ça dépend où j'expose, je peux les changer, on va dire les dessins. Et là, c'est des collages que j'ai avec des crayons, je peins dessus. D'abord, je fais ça. Je peins avec les pinceaux sur la superficie, là, c'est le papier. Et après, je mets les pastels à l'huile et aussi des feutres. Et là, c'est pareil. C'est un collage que je fais en 2017. Et ici, c'est plutôt des collages aussi, que je fais à pastel à l'huile. Donc là, vous savez, c'est un assemblage de petites formes que je découpe et que par hasard, je les unis en fait. Et là, en fait, là, on voit des formes que c'est des paysages et en même temps, c'est pas des paysages, c'est des espaces qui existent mais n'ont pas de forme unique. Et là, vous savez, là aussi, c'est la même série. Donc pour toi, c'est toujours des espaces. C'est pour ça que je l'appelle étrange surface en fait, parce que pour moi c'est des espaces et c'est là où je voulais venir. L'abstraction pour moi c'est des lieux qu'on entre mais n'existaient pas, c'est pas comme la figuration. C'est vider la tête de toute la préconception de ce qu'on a des idées, par exemple la chaise. Donc pour moi je préfère dire des espaces ou des lieux. Mais les lieux c'est des espaces, on peut dire des superficies, mais qui n'ont pas une forme précise. C'est pour ça. Donc là, c'est ça. Là, c'est la même chose, la série des étranges surfaces. Et là, c'est une autre série que j'ai fait en 2018. Et là, c'était plutôt géométrique parce qu'avant, je commençais plutôt à la peinture géométrique. Et je commençais un peu à me lâcher sur les gestes de la peinture. Et là, c'est la série que j'ai, que c'est un assemblage aussi des papiers. Et là, c'est un autre projet que c'est pas vraiment de la peinture,
mais c'est un projet que je fais sur c'est une intervention sur l'espace public. Je l'ai commencé à faire en 2013 à Paris, entre Paris et Berlin, en 2020. C'est des pièces que je découpe avec des différentes formes pour les poser sur l'espace public. Donc là, en 2013, c'était plutôt faire une vidéo et voir qu'est-ce qui se passe dans les petits carrés que je peux cadrer en même temps. Comme ça, on peut voir des espaces des petits espaces encore que je mets dans la peinture. Mais là, si vous voyez, on peut voir la lumière, on peut voir là, ça on appelle quoi, les trucs de la rue. Ouais, c'est ça. Et qui deviennent abstraits parce qu'ils n'ont pas de forme aussi. Donc c'est aussi une image fixée sur l'image, une photographie, on peut dire. Et là, c'est aussi une intervention, mais là c'est différent parce que j'ai demandé aux gens qui peuvent tenir la pièce. C'est une pièce que je fais sur un nappe. Les nappes, c'est les nappes qu'on met sur la table. Et que je les peins avec des différentes couleurs et je les découpe. Mais les formes que je mets, c'est pas pour vraiment faire une côté esthétique, mais c'est plutôt pour faire d'une manière ludique une sorte de mouvement sur la pièce. Je préfère l'appeler pièce, pas peinture et pas non plus sculpture, simplement une pièce. Et là, c'est la même chose. C'est des portraits un peu que j'ai pris en photo dans la rue. Même chose, la série. Et là, cette situation, c'est un autre projet que j'ai, que c'est à partir de 2018 jusqu'à 2020. C'est une sorte de peinture que je fais sur une bâche qui je trouve dans les Rois Merlin, par exemple. C'est les bâches pour faire des constructions. Je pense que c'est pour cacher la piscine. C'est des matériaux que j'aime bien, qui ne sont pas comme mon travail en peinture. C'est vraiment c'est un matériau qui ne sert pas pour peindre vraiment, mais c'est des matériaux que j'aime bien l'utiliser pour faire une œuvre. En fait, c'est réutiliser quelque chose comme la nappe qui n'est pas fait pour l'art. C'est reprendre quelque chose de la vie quotidienne pour l'utiliser dans une œuvre. Et là, c'est le dessin que j'utilise. En fait, c'est un croquis que je fais. Et le dessin, c'est fait pour des sculptures. Et moi, je l'appelle situation, mais pour moi, c'est des sculptures dans des peintures. C'est-à-dire que pour moi, les sculptures sont bien ici, mais ne sont pas en 3D, mais existent dans la bâche. Parce que la bâche donne une impression qui n'a pas de profondeur. Et là, je l'ai mis par terre. Là aussi, c'est dans une exposition. Et là, c'est à Madrid aussi. Et là, c'est une partie de mon travail. Et là, tout à l'heure, je vais vous montrer, je vais un peu vous parler sur l'abstraction comme rituel. Mais là, je voudrais bien vous montrer un peu pour que vous puissiez un peu connaître la deuxième partie de ce que je vous voulais parler avec vous. Je peux vous poser une question? Oui. Selon le support que vous utilisez des peintures différentes ou ça peut être... Oui, parce que là, comme vous voyez, j'ai un travail de peinture à côté. Je ne peux pas m'empêcher de peindre en fait, parce que là, j'avais plein de projets différents, mais je reviens toujours à la peinture. La peinture, ça reste quand même un travail de peinture, mais à côté, je fais différents projets comme je vous ai montré, que je veux bien garder, ne pas me laisser porter parce que je fais de la peinture abstraite. C'est un projet que je pense que par exemple, Situation au Streetscope, je vais le faire d'ici jusqu'à 2030, par exemple. Mais c'est parce que je rencontre des personnes et je vais dans quelques villes que je dis, par exemple, si demain je suis à Milan et je pense que c'est le moment de le faire, je le fais.
Mais par exemple, les 12 projets dans la nappe ou la bâche, c'est des 12 projets différents et après, ça reste à la peinture. Mais je crois que c'était une chose un peu plus technique. Oui, vous en fait, vouliez oui. savoir si tu utilisais les mêmes matériaux sur, voilà, sur sur la différents peinture, supports. la toile. La toile. Mais du coup, la peinture, c'est la même peinture. Quand tu as peint sur bâche, sur quoi non, la bâche, c'est la bâche bleue qu'on trouve dans les Mais rondeurs. avec quoi tu as peint sur c'est la bâche? l'acrylique. Et L'acrylique est forte forte. aussi. Sur les autres, c'est aussi l'acrylique, Ah, mais dans les toiles pour la peinture, c'est la base, c'est l'acrylique et après c'est l'huile. D'accord. Oui. C'est la question. Oui, Voilà. ça merci. Ok. Donc, Ok, là, une question. Oui. Par exemple, pour le second projet que tu nous as montré, Ouais. c'est une pièce qu'on rencontre quand on est dans la rue. Ouais. C'est quelque chose on ne s'attend pas forcément à le voir et ça peut nous surprendre et un peu recréer l'espace. Je me demande pour, par exemple, Étrange Surface, dans quel état on peut être ou est-ce qu'il y a un état avec lequel tu aimerais qu'on rencontre ton projet ou ça peut être n'importe quel état? Est-ce que pour le spectateur, Oui. pour la personne qui vient rencontrer cette œuvre, est-ce qu'il y a il y a un état particulier? Non, parce que quand on va visiter une exposition, on peut venir dans un état différent. C'est la question, ça c'est pas nécessaire. Et de toute façon, moi je peux avoir une envie de vous montrer quelque chose et c'est la personne qui va, selon ses appréhensions, va recevoir l'œuvre d'une autre manière. L'œuvre va être accueillie d'une autre manière. Il n'y a pas un état spécial. L'état, peut-être, ça pourrait être dans la deuxième partie de mon œuvre, des projets Streetscope, que c'est quand je donne la nappe aux personnes que je trouve dans la rue, que je demande, et c'est pas n'importe qui, en fait, c'est des personnes que je vois que selon mon intuition, et pour moi, c'est intéressant de lui demander s'il veut contribuer à mon travail. Et des fois, c'est possible, mais les peintures, les autres, non. Ah oui, mais attends, je crois comprendre donc ce que vous demandiez. Donc en fait, tu te bases dans une espèce d'intuition, comme des contacts préalables que tu fais avec la personne pour lui demander quelque chose. Ce n'est pas des gens que tu connaissais, par exemple. Non, c'est des gens par exemple, quand je suis allée à Berlin dans la rue, l'objet, ce n'est pas connaître personne, c'est être dans un endroit que je ne connais pas pour que l'œuvre puisse intervenir. Parce que sinon ça ne sert à rien que je donne une personne que je connais. C'est aussi la rencontre et la personne, il reste dans la photo, mais après je ne le vois jamais et la personne ne voit jamais la photo. C'est une manière d'enregistrer comme le son, mais cette fois visuellement. D'accord. C'est la question, si j'ai bien répondu à la question. Ouais. Donc là, dans cette partie, je vais vous parler un peu sur les rituels. Comme je vous ai dit, je suis bolivienne et en Bolivie, on a des différents rituels. Je peux me permettre de dire que je suis on peut dire, c'est Aymara. L'Aymara, il y a des Aymara qui choisissent différents. On peut dire, là, on peut dire communauté, Oui, non? Oui, communauté oui. Et là-bas, on a l'habitude de faire des... C'est même plus que communauté, c'est différents peuples originaires. C'est des peuples originaires. Voilà. Après, il y a des Boliviens qui sont déjà des origines européennes et tout ça, mais il y a aussi des peuples très anciens qui habitaient avant et que maintenant on est moins, mais quand même ça reste presque toute la Bolivie. Et là-bas, on a des différentes croyances, pas occidentales. Et, par exemple, on a la mère terre que pour nous, je pense que beaucoup de personnes entre vous, vous avez entendu parler de la Pachamama. Des fois, on peut écouter ça dans les documentaires, dans la télé. Et là-bas, la Pachamama pour nous, c'est la mère terre. C'est comme Dieu, on peut dire, mais c'est la mère terre, donc ça reste une divinité féminine. Et on fait l'offrande à la Pachamama parce que pour nous, c'est la Pachamama qui nous fait exister.
c'est la personne, c'est la divinité qui nous donne à manger, c'est quelque chose d'important. Donc nous, pour partir, par exemple, pour venir ici, par exemple, quand j'étais étudiante, pour venir ici, je fais une offrande à la Pachamama, c'est-à-dire que je contactais un jatiri. Là, je vais, parce que là, je pense que je me dépêche parce que j'ai mis sur le PDF. Comme ça, vous pouvez voir bien là. Donc là, le mot Pachamama, c'est la mère terre. Quand on donne une offrande à la Pachamama, c'est pour avoir la chance ou pour remercier la terre mère. D'accord? Et les offrandes sont des paiements à la terre. Et c'est pour donner à la Pachamama ce qui nous a donné, c'est-à-dire tout ce qu'on a. On dit aussi que non seulement elle nous donne de la chance, sinon qu'elle nous donne aussi des choses qu'on a dans la vie, par exemple de la santé, du travail et tout ça. Il y a des gens qui donnent des offrandes à la terre pour avoir, par exemple, un projet de travail, un voyage, ou avoir un bon mariage et tout ça. Donc c'est très très intéressant de connaître ça, parce que c'est vrai que dans cette côté de la terre, on peut dire qu'on demande ça aux dieux, non, mais là-bas aussi, mais ça reste quand même la terre-mère quelque chose de très, très, très important pour nous. Et je voulais vous raconter une histoire, parce que là, on dit que la mère terre est généreuse ou punitive. Là-bas, quand il y a des accidents de voiture et il y a des morts, on dit que peut-être on n'a pas donné assez bien à la terre. C'est pour ça qu'ils demandent des personnes, en fait, des personnes, ils mangent les personnes c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des accidents. Et si c'est vrai, je ne sais pas, mais après, il y a des jatiri, en fait. Là, je veux vous dire que... là c'est les produits qu'on achète pour faire les offrandes. Là, vous avez des symboles de la santé, c'est des choses faites en sucre. Et donc là, on l'achète dans les rues des sorcières. Et là, en bas, c'est les offrandes. Ça s'appelle les rues des sorcières? La rue des sorcières, on l'appelle en espagnol, oui. C'est à La Paz, mais je pense qu'il y a... on l'achète, mais pas simplement. Je pense que même à Paris, il y a des personnes qui le vendent, mais qui sont boliviennes. C'est la rue des sorcières. Et l'offrande est guidée par les jatiri. Les jatiri, là, vous voyez que c'est jatiri. On peut le dire jatiri. Ça prononce un peu comme ça. Et il y a des hommes jatiri et des femmes jatiri. Et les jatiri, c'est en Aymara. Aymara, c'est le peuple originaire où j'appartiens. Et ça veut dire en Aymara, c'est lui qui sait. Donc c'est lui qui est la personne qui a beaucoup plus de connaissances. Et c'est lui qui guide l'offrande à la Pachamama. Anciennement, c'était des guérisseurs, des médecins, mais maintenant, il n'existe plus. On voit quand même si on est malade, on y va voir le docteur. C'est pas, là, je pense que c'était plus ancien, les guérisseurs, avec des plantes, des choses, en fait, des plantes médicinales comme la coca, tout ça, mais ça, non, on ne le fait plus. Et là, je voulais vous dire aussi que c'est plutôt pour l'offrande, c'est aussi, il y a des personnes qui disent j'ai pas la chance, peut-être j'ai mal, quelqu'un m'a regardé d'une manière, un clin d'œil mauvais. Mauvais œil. Et on fait l'offrande pour ne pas la voir, en fait, pour effacer ça. Et, oui. C'est rituel est une particularité du peuple Aymara ou c'est de tout le monde qui ont d'origine maintenant, non. Maintenant, même si les Boliviens, il y a des Boliviens qui ne sont pas originaires Aymara, s'ils se sont attirés pour ça, c'est une forme de la culture de Bolivie, alors ils les gardent comme... Il y a beaucoup de jeunes qui veulent garder ça, même s'ils sont, par exemple, il y a des personnes qui sont d'origine européenne.
et ils se sentent vraiment attirés parce qu'ils se sont boliviens. Donc c'est pas vraiment, mais c'est vrai que ça se fait plutôt dans les personnes. Et je pense qu'il y a aussi au Chili et au Pérou, en Argentine aussi des personnes qui oui, font parce de que en fait, c'est différent les pays et les régions. Donc il y a des régions qui sont des régions culturelles, qui, notamment ce qu'on nomme l'Altiplano, qui prend le nord du Chili, le nord de l'Argentine, la Bolivie, la partie ouest de la Bolivie, le Pérou, et donc c'est des régions culturelles qui excèdent les frontières de pays. Mais après, comme il y a eu la division en pays qui n'a pas suivi les régions culturelles préexistantes au moment de la colonisation, après il y a eu des adaptations ou des différences de développement et d'insertion ou pas insertion de ces cultures dans la culture plus générale du pays auquel ils appartenaient. Bolivie, c'est un des lieux où la présence des cultures originaires est très très forte. Mais c'est pas lié à une religion, par exemple. C'est non, vraiment une habitude du pays. Non, c'est pas une habitude, c'est des peuples originaires, c'est la coutume la culture indienne, c'est les. Parce qu'au Brésil, c'est vraiment ce type de rituels est lié à un groupe religieux qui sont d'origine africaine. Oui, c'est différent parce que là-bas, il n'y a pas eu, comme il y avait les Indiens qui travaillaient gratis, ils n'avaient pas besoin de faire venir des esclaves d'Afrique. Et en plus, c'était la colonisation espagnole, tandis qu'au Brésil, c'était la colonisation portugaise qui suivait d'autres routes, qui venaient d'Afrique et tout ça. Donc, tandis que là, ils arrivaient par le Rio de la Plata, ils montaient et ça formait toute une énorme zone géographique qu'on appelait le Virreinato del Rio de la Plata. Ça veut dire que vraiment la voie d'entrée c'était plus au sud, c'était par le Rio de la Plata et pas par le lien Afrique-Brésil, par la voie Afrique-Brésil. Donc vraiment ça garde des différences, tout ce que ça a donné après. Et même, il y a, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a eu des essais de syncrétisme religieux. Par exemple, on essayait d'assimiler la Pachamama donc, à la Vierge Marie, mais ça n'a rien à voir. Parce que vraiment, la Pachamama, c'est plus comme on parle maintenant de Gaïa. C'est vraiment une notion de que la connexion n'est pas directe avec le ciel, mais qui est directe avec la terre. Et c'est pas avec un père, c'est avec une femme, mère. Donc ça change complètement le lien des choses. Après, il y a eu bien sûr des essais de syncrétisme, de dire, Dieu et Jésus, il est là-haut, comme il y a une colonisation espagnole et très chrétienne, très forte et très dominatrice et très de soumission, parce qu'il avait besoin d'énormément de gens qui travaillent dans les mines, dans le Potosí, qui prennent tout l'argent nécessaire. Il y a par exemple des représentations, pardon, mais c'est un thème que j'adore, il y a des représentations de la montagne de Potosí, qui est une des montagnes de laquelle est sorti, je crois que le 80% de l'argent. De l'argent pour l'argent, le métal qui est dans toute l'Europe, et qui était représentée comme une vierge triangulaire. La montagne, c'était la vierge. Elle avait son manteau donc ouvert, comme si on voyait un couvre. Et à l'intérieur, il y avait tous les Indiens en train de travailler dans les galeries pour enlever le métal. Donc voilà, c'est une chose que la relation avec la terre est très forte. Donc, et ça inverse ça a du religieux, mais c'est inversé par rapport à nos cultures occidentales. Oui, c'est tout à fait vrai. Et aussi, on disait qu'on pouvait construire un pont d'argent de Potosí jusqu'à Espagne. Ah bah oui. Oui, il y avait beaucoup. Et du coup, il y a beaucoup de femmes jatiri. Et les femmes jatiri, là, je vais vous montrer une vidéo. Ils commencent l'offrande avec un mot d'unification, à différence des hommes jatiri. Eux, ils commencent l'offrande avec un mot d'opposition. Je ne sais pas quel mot parce que je ne connais pas trop, mais ça veut dire que la jatiri femme, c'est comme une sorte de mère toujours. C'est pour ça qu'ils commencent avec un mot d'union. Là, je vais... et avant de finir, vous montrer
les vidéos, la chaya, là c'est un peu compliqué, mais là vous voyez c'est la chaya, vous pouvez dire sinon chaya, mais c'est quelque chose qu'on fait toujours après la offrande. C'est comme ici, il y a par exemple dans les bâtons, on met un coupe de champagne pour casser, pour bien commencer quelque chose. C'est pour avoir aussi, c'est comme une bénédiction, arroser des pétales, des fleurs et tout ça. C'est comment finir bien pour avoir vraiment de la chance que tout ça passe bien. Et là, avant de commencer ici, je vais vous montrer une vidéo. En fait, c'est ma maman qui a filmé. Elle a demandé à une jatiri femme qu'elle nous raconte un peu comment ça se passe avec les offrandes. Donc, c'est une petite interview. Et attendez, j'ai oublié de mettre la plein écran. Présentation. En boucle. Ah non, non, attends. Je vais voir, démarre-le déjà. Vous voulez de quelle taille? Il faut aller avant. Et petit. Le plus grand, ça coûte 150. Non, c'est le volume. Ah, pardon. Tiens, fais-le parce que je ne sais pas mes limites. Bolivianos. Nous avons pour... Voilà. Oui, mais là, comment je fais pour l'écran? Pour l'écran. Voilà. Vous voulez de quelle taille? Il y a grande et petit. Le plus grand, ça coûte 150 bolivianos. Le moyen, 80 ou 70 bolivianos. Nous avons pour les études, la santé, l'argent, le travail, en fait, tout pour avoir de la bonne chance. Ceci pour la maison, ce drapeau symbolise l'argent. Nous avons différents symboles de voyage, d'abondance et d'argent. Nous avons même une vierge et un lama, et un symbole pour ouvrir des chemins. Ici, tout pour la chance, l'amour, la maison. Nous avons aussi un sainte, Tata Santiago, une vierge. On a pour les commerces, les clients, et là, un fer à cheval porte-bonheur. Il y en a tout pour la Pachamama en fait. Celui-là, on l'appelle offrande blanche. Après, on va mettre les encens et le copain. Comment ça se passe avec les femmes jatiri? Entre les femmes et les hommes jatiri, nous sommes dans la même quantité. Les femmes jatiris ont d'autres coutumes lorsqu'elles préparent l'offrande de la Pachamama. La mujer tiene su mano. El hombre también lo tiene mano también tiene, así no. ¿Cómo prepararás el así? ¿Vos preparas así? Todo completo. Le client était plus confiant avec les jatiris masculins ou féminins. Tout dépend des clients. Les jatiris sont réputés à la fois en tant que femmes et en tant qu'hommes. On va mettre du vin et de l'alcool pour chayar la Pachamama. Nous donnons l'offrande à la Pachamama pour que la vie se passe bien pour nous, pour avoir du travail, de la chance, de l'argent aussi.
La coutume est de faire toujours l'offrande à la Pachamama. Nos grands-parents étaient plus habitués à faire l'offrande à Noël et au carnaval, ou les mois d'août par exemple. Les gens n'ont pas la même tradition. La tradition se perd. No entienden los jóvenes, ya no quieren. Mayor parte, hermano, no se quiere, se va. Muy poco ya hacen pasar, ¿eh? ¿Cómo se hace pasar? Depende así. Porque ya saben, ya se la costumbre, y para los mayores sí están recordando. Los menores ya no entienden. Ay, Eso es. Pachamama, je veux la santé. Je veux le travail aussi. Je veux l'amour. Mes montagnes me suivent partout où je vais. Les achachilas, qui sont mes montagnes et mes grands-parents, me protègent. Yatiri, je suis partout où je vais. Pachamama, Pachamama, Pachamama. Mère Terre, garde mon arrivée et mon départ. Là, vous voyez, c'est La Paz, c'est ma ville. Et là, je pense que quand je vous ai mentionné sur la vidéo Achachila, je ne vous ai pas dit, j'ai passé sur le PDF. Les Achachilas, c'est les montagnes, c'est les esprits des ancêtres qui sont, on peut dire qu'ils existent, on dit qu'ils existent dans les montagnes, par exemple. Et c'est pour ça que je dis ça, c'est les Achachilas. Ça, je vais fermer et je continue ici. Ouais, c'est bon. Et voilà, je voulais un peu, avec les vidéos, vous montrer comment c'est la Yatiri femme, elle ne voulait pas trop se montrer. Donc on a un peu enregistré sur simplement la fronde. Et elle explique un peu, j'ai essayé de faire un peu la traduction. J'espère que vous avez bien pu écouter. Donc elle explique clairement que les femmes et les hommes sont en même quantité. Et les offrandes aussi, vous pouvez voir qu'il y a des différents. Elle dit qu'il y a même des lamas, de petits, parce que là-bas c'est comme ça. On imagine que si on met un lama, ou on s'imagine que si on met des lamas, vous avez vu qu'il y avait des dollars, c'est pour avoir aussi de l'argent. Et tout ça, on le brûle, les Yatiri le brûlent et le laissent dans la terre. Et donc ça, c'est l'offrande et on finit avec la tchaja. Et je voulais parler de ça pour vous faire un peu la comparaison avec la peinture abstraite. Parce que pour moi, faire une offrande, c'est en même temps... Parce que là, dans l'offrande, on demande tous nos souhaits, toutes nos aspirations et tout ce qu'on veut, par exemple. Et pour moi, ça, c'est pas du réel, c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc si on demande ça, c'est pour avoir quelque chose, mais on jette la pierre à la mer sans le savoir. Et là, pour moi, la peinture abstraite, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on crée des choses avec ses souhaits, mais qui, en créant, on reçoit des formes qui n'existaient pas parce que c'est pas quelque chose qui va être précis comme quelque chose de figuratif. Donc on reçoit des choses comme des rayures, c'est quelque chose de très expressif. Et l'expression de l'accouchement, pour moi, que je parle de la fertilité de la mère terre qu'on donne, la différence entre on donne l'offrande à la mère terre, mais on les reçoit dans la vie avec tous les projets, les bons projets qu'on a. Mais dans la peinture, quand on fait la peinture, l'accouchement, c'est après c'est la peinture après. Et que peut-être qu'au départ, c'est pas comme je vous ai montré que j'avais des croquis. Les croquis, au début, c'était mon idée, mais après, ça devient une autre chose.
c'est-à-dire que l'accouchement, c'est une autre chose. C'est pour ça que ma comparaison avec l'offrande de la Pachamama. Et là, je vais plutôt faire plein écran parce que je veux continuer avec ça. Donc là, c'est plutôt, je voulais vous montrer pour faire un peu, avoir une idée illustrative dans l'imaginaire de ce que c'est en fait. Je ne sais pas si entre vous, il y a des artistes ou des personnes qui aiment bien faire la peinture ou dessiner. Et c'est une action performative faire les gestes de la peinture, même les dessins. Et là, je me représente en tant que j'attirée, en tant que demandant ou faire un remerciement de tous les souhaits, le bonheur et la santé que j'en ai. Et je le fais avec la peinture. Bon, c'est mes idées, mais je le fais comme ça. Il y a des artistes qui pensent une autre chose quand ils font la peinture. Donc là, je vous montre que la main, là, c'est comme la main de la création. Et la question du réel, c'est que pour moi, n'existait pas. L'offrande à la Pachamama n'existait pas. Existe physiquement, mais tout ça, ça se brûle et n'existait pas. Parce qu'après, peut-être on a de la santé ou pas, mais c'est que des rêves, on peut dire. C'est que des rêves. Et la peinture abstraite aussi, pour moi, c'est ça. Que, si bien on part dans quelque chose de réel, ça n'existait pas, c'est des rêves. Et là c'est pour ça que là, très souvent, je fais des photos avec ma main, avec l'œuvre, parce que c'est comme l'accouchement de la peinture. Et c'est comme l'offrande qui est devenue et qui est là, même s'il existe physiquement. Et la profondeur est vraiment inexistante parce que c'est abstrait pour moi. Et là, c'est ça. Et voilà. Et si vous avez des questions sur...